Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le podcast d'Écho pour tous consacré à la question de la gouvernance et des élections. Notre invité, Antonin Massé, chargé de recherche au CNRS, professeur à Paris School of Economics et directeur des études du département d'économie à l'École normale supérieure PSL. Ses recherches portent sur les décisions collectives. Ses travaux se situent à l'interface entre l'économie politique et la théorie économique. Antonin, bonjour. Bonjour. Vos travaux portent notamment sur l'économie du vote. En quoi consiste ce champ de recherche ? Alors on peut dire que les travaux des économistes sur les méthodes de vote se sont structurés dans les années 50 au sein de ce qui s'appelle la théorie du choix social. C'est un cadre formel qui permet d'abord de définir précisément et de distinguer aussi les différents modes de scrutin, tels que le vote à un tour, le vote majoritaire, etc. Ensuite, ce cadre formel permet de formuler des propriétés que ces modes de scrutin devraient satisfaire, comme l'équité des votants, l'équité des candidats ou la cohérence du résultat. Et donc on formule ces propriétés dans le but d'identifier idéalement les meilleurs modes de scrutin. Hélas, dès lors qu'on cherche à départager plus de 2 candidats à une élection, ce qui est bien souvent le cas, on obtient des résultats négatifs qui sont appelés dans le jargon des théorèmes d'impossibilité. Donc je peux vous parler de 2 de ces résultats. Le premier, le théorème d'Arrow, indique de façon très générale qu'aucun mode de scrutin ne satisfait des propriétés d'équité et de cohérence minimale. Pour donner un exemple qui est en fait connu depuis Condorcet, dès lors qu'on a 3 candidats, on peut avoir un candidat A qui bat B, un candidat B qui bat C et C qui bat A, ce qui aboutit à une incohérence, et donc le principe majoritaire en lui-même ne permet pas de trancher entre ces 3 candidats. Un second résultat négatif important, celui de Guibart et Satterthwaite, indique que tous les modes de scrutin sont manipulables. Pour chaque mode de scrutin, il y a toujours des situations où certains électeurs vont avoir intérêt à mentir sur leurs préférences afin d'obtenir un résultat qui leur convient mieux. Ça correspond au phénomène bien connu du vote utile qui refait surface à chaque élection présidentielle en France. Une conséquence de ce second résultat négatif est la prise en compte par les économistes des incitations des électeurs, qui vont utiliser aussi la théorie des jeux en complément de la théorie du choix social. Cette théorie des jeux qui prend en compte les incitations va être mobilisée à la fois pour étudier le vote comme outil d'agrégation des préférences, mais aussi comme outil d'agrégation des informations dispersées dans l'électorat. Pourriez-vous nous dire quels sont les grands modes de scrutin qui existent dans nos démocraties et quelles sont leurs éventuelles limites ? Alors pour décrire les modes de scrutin, je peux commencer par parler de ceux qui sont utilisés pour élire un seul candidat. Dans la plupart des démocraties, on utilise un scrutin uninominal majoritaire à 1 ou 2 tours. Dans le scrutin à un tour, il suffit d'une majorité relative pour être élu. Ce scrutin est utilisé aux législatives britanniques par exemple. Le système à 2 tours est bien connu en France car il est utilisé pour l'élection présidentielle. Un trait commun à ces modes de scrutin est qu'ils sont uninominaux, c'est-à-dire que les électeurs ne mettent qu'un seul nom dans l'urne. Le mécanisme de vote reçoit alors une information assez limitée sur les préférences des électeurs. Par exemple, un électeur qui vote pour un petit candidat ne va pas pouvoir indiquer qui il préfère parmi les candidats sérieux. Et cela conduit souvent à élire des candidats ou des candidates qui représentent assez mal l'électorat. Une illustration assez frappante de ce phénomène est les résultats de la présidentielle de 2002. Il était alors assez plausible que Lionel Jospin, le candidat de gauche, ait pu battre le candidat de la droite Jacques Chirac s'il avait été contre lui en cas de duel. Et il aurait même sans doute pu battre n'importe quel autre candidat. Mais cela ne s'est pas reflété dans le résultat des élections. L'émiettement des voix entre les différents candidats a privé Lionel Jospin de second tour. Donc jusqu'à présent, j'ai parlé des élections où on élit un seul candidat, mais il y a de nombreuses situations où les votes ont pour but de sélectionner un ensemble de candidats. Un autre exemple important est celui des comités, tels que le Conseil de l'Union européenne ou un conseil de laboratoire par exemple. La plupart des comités votent sur des décisions binaires. Il s'agit d'approuver ou de rejeter des propositions sous des règles de majorité simple ou qualifiée. Dans ces comités, l'importance d'une décision varie d'un participant à l'autre. Par exemple, pour un recrutement d'un macroéconomiste, les macroéconomistes du laboratoire seront plus impactés par cette décision que leurs collègues. Un défaut bien identifié des règles de majorité est alors qu'elles ne permettent pas la prise en compte de l'importance relative des décisions pour les membres du comité. Dans cet exemple, une minorité de macroéconomistes devrait pouvoir imposer son vœu au reste du comité, et cela n'est pas permis par les règles de majorité. En conséquence, existe-t-il des modes de scrutin alternatifs plus simples et qui pourraient être mis en œuvre ? Alors oui, tout à fait, pour les élections politiques où un seul candidat est élu, il y a 2 grandes tendances qui émergent. Une première idée est d'évaluer les candidats indépendamment les uns des autres, par exemple de voter pour tous les candidats de notre choix, c'est ce qu'on appelle le vote par approbation. Une seconde idée alternative est de permettre aux électeurs de classer les candidats en lice. Avec cette information fine sur les préférences des électeurs, on peut alors simuler des tours de scrutin successifs, où les électeurs voteraient pour leur second choix lorsque leur candidat favori n'a plus de chance d'être élu. C'est une version raffinée du vote à 2 tours, dit vote alternatif ou vote transférable,
qui s'est développé récemment pour les élections municipales dans de grandes villes américaines. Dans l'ensemble, ces deux modes de scrutin alternatifs prennent en compte des informations plus riches sur les préférences des électeurs que les scrutins uninominaux, et cela permet d'élire des candidats qui sont finalement plus représentatifs. En ce qui concerne les comités, il y a de nombreux travaux qui ont essayé de développer des modes de scrutin dans lesquels les membres du comité pourraient révéler l'importance qu'ils attachent aux différentes décisions. Une idée naturelle pour les économistes est qu'en permettant aux membres du comité d'échanger leurs votes entre eux ou via un mécanisme de marché, ils pourraient peut-être obtenir de meilleurs résultats. Hélas, cette intuition ne marche pas du tout car les votes ne sont pas des biens de consommation comme les autres. En revanche, on peut tirer parti de cette idée pour développer des modes de scrutin qui améliorent réellement les décisions des comités. C'est par exemple l'idée des votes stockables. Chacun disposerait d'un budget de vote qu'il pourrait allouer comme bon lui semble sur les différentes décisions à trancher. Il s'agit alors d'autoriser des échanges intrapersonnels de vote plutôt que des échanges interpersonnels. Pour finir, vous avez évoqué le vote par approbation. Pourriez-vous nous expliquer plus précisément en quoi il consiste? Alors, le vote par approbation, c'est un bon exemple parce que c'est un mode de scrutin vraiment assez simple qui s'applique dans le cas où on élit un seul candidat, comme un président ou un député dans une circonscription. Les électeurs vont approuver le nombre de candidats qu'ils souhaitent. Certains peuvent choisir un seul candidat, d'autres peuvent choisir d'approuver plusieurs candidats. À la fin, le candidat ayant retenu le plus d'approbation est élu. C'est donc une variante assez simple du scrutin uninominal à un tour, mais c'est un changement décisif. Pour prendre un exemple récent, on peut prendre le cas des triangulaires aux législatives. Dans de nombreuses circonscriptions, il y avait, semble-t-il, un camp majoritaire qui était celui du Front républicain, représenté par deux candidats, un de gauche et un du centre ou de la droite, face à un candidat d'extrême droite. Les triangulaires se jouant à la pluralité, c'est-à-dire au scrutin traditionnel à un tour, les candidats du Front républicain savaient qu'ils étaient en danger avec trois candidats et le dernier du Front républicain s'est souvent désisté pour permettre la victoire du camp majoritaire. Dans un travail récent, nous étudions précisément ce type d'élection lorsqu'il a lieu sous le vote par approbation. Nous montrons que le Front républicain aurait pu se former sans qu'aucun désistement ne soit nécessaire. Avec trois candidats, le mode de scrutin par approbation permet l'élection d'un camp majoritaire s'il en existe un. Plus généralement, le vote par approbation a de nombreuses qualités. Il est plus performant pour agréger l'information des votants. Il n'empêche pas les électeurs de voter pour leur candidat préféré, même si ces candidats ont peu de chances d'être élus. Et enfin, le mode de scrutin par approbation est susceptible de changer la dynamique des campagnes électorales, car il s'agit pour les candidats plutôt de rassembler que de diviser. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de PSE www.parisschooleofeconomics.eu. À bientôt!